Je suis Dr Lassina Yeo, je suis enseignant, chercheur, maître assistant à l'université de Cocody, Abidjan et professeur associé à la faculté des sciences de l'éducation et de psychologie de l'université libre de Berlin, département des sciences de l'éducation interculturelle. Je me propose ici aujourd'hui de vous livrer le contenu d'un cours que je dispense depuis plusieurs années à l'université libre de Berlin et qui porte sur les mariages mixtes entre Africains et Allemands. Permettez que je vous parle en guise de propos introductifs de mon expérience avec l'Allemagne, qui fut une longue expérience, une expérience continue, variée, pleine d'enseignements et de symboles. Sans nul doute, cette expérience a suscité, vous le verrez, a suscité et alimenté l'idée matérialisée par le concept de cours dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ce concept de cours qui analyse la relation dialectique entre l'Allemagne et la France, donc entre le soi et autrui, entre identité et altérité. Mon premier contact pour donc compter cette expérience avec l'Allemagne, mon premier contact avec l'Allemagne remonte en 1989, quand j'étais en classe de première. Ce fut d'ailleurs le tout premier contact avec un pays étranger que je visitais. Ce fut en effet à l'occasion d'un concours d'allemand dont j'ai été avec un autre élève ivoirien lauréat. Ce premier voyage en Allemagne a certainement été un catalyseur pour l'intérêt que j'accorderai plus tard à ce pays et que j'accorde encore à ce pays, à ses habitants et à sa culture. Alors, ayant donc choisi d'étudier l'allemand, je serai effectivement orienté au département d'allemand de l'université de Cocody, Abidjan, à l'issue du bac 1990. En 1992, grâce à une bourse de l'Institut Goethe, donc du Centre culturel allemand, je revisiterai pour la deuxième fois l'Allemagne. En octobre 1996, quelques mois donc seulement après la soutenance de mon mémoire de maîtrise, j'atterris à nouveau en Allemagne, précisément à Berlin, en vue de continuer mes études du troisième cycle. Après mon admission au doctorat en avril 2003, que j'ai rédigé sous co-tutelle à l'université libre de Berlin et à l'université de Paris 4 Sorbonne en France, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'enseignement supérieur au sein de l'Institut allemand suscité, au sein de l'institution allemande dont je viens de parler, c'est-à-dire l'université libre de Berlin, précisément à la faculté des sciences de l'éducation, option éducation interculturelle, avant donc de rejoindre la Côte d'Ivoire où j'exerce comme enseignant-chercheur jusqu'aujourd'hui. J'ai gardé donc, depuis mon recrutement à l'université de Cocody Abidjan, j'ai gardé le contact avec l'université libre de Berlin où je viens pratiquement chaque semestre pour dispenser des cours dont je vous communiquerai le contenu d'un de ces cours dont j'ai mentionné les titres, c'est-à-dire les mariages mixtes entre Africains et Allemands. J'ai promis de vous entretenir donc sur la thématique du mariage biculturel entre Européens et Africains, particulièrement entre Africains et Allemands, parce que je suis parti également d'une expérience pas vécue directement, mais d'un constat, c'est que
parmi beaucoup de couples mixtes allemands, africains qui existaient, il y a eu, c'était mon constat, il y a eu beaucoup d'échecs. Donc j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle est la part de la différence culturelle dans les échecs d'une telle union biculturelle? Comment le couple mixte germano-africain est-il accueilli par l'entourage, par les parents, des conjoints, par les amis, par la société de façon générale? Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que le regard de la société qui certainement d'une part un regard, je dirais plus ou moins réducteur, donc est-ce que ce regard a un impact sur les différents couples? En d'autres termes, est-ce que quelques préjugés dont certains tirent origine de l'histoire qu'a eu l'Europe avec l'Afrique, l'histoire de la colonisation, l'esclavage bien avant, est-ce que donc est-ce que ces préjugés ont un impact sur le couple, les différents couples mixtes? En d'autres termes, est-ce que le regard de l'entourage influe le couple? Est-ce que c'est une des raisons des échecs du couple mixte que j'ai pu constater? Et quels sont, puisque évidemment il y a dans chaque couple, que ce soit le couple monoculturel, le couple biculturel, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des conflits. Est-ce que ces conflits sont inhérents, au risque de me répéter, à ces différences culturelles? Mais est-ce que, c'est ce qui m'importe plus, quelles sont les stratégies de résolution des conflits au niveau des mariages mixtes? Est-ce que la communication joue un rôle, par exemple? En quoi une telle expérience est-elle aussi enrichissante? Est-ce que le mariage biculturel, est-ce que le couple biculturel ne propose pas à la société dans laquelle il évolue quelque chose d'enrichissant? Ou, pour le dire en d'autres termes, est-ce que le mariage mixte n'est pas source d'enrichissement? Si oui, en quoi consiste cet enrichissement? Okay. Et en quoi constitue une telle union aussi un exemple d'apprentissage interculturel? Voici d'ailleurs la question pivot qui m'intéresse et sur laquelle je vais focaliser ma réflexion. Alors, ce que j'ai pu dire, c'est que contrairement à ce qu'on pense généralement, la différence culturelle n'est pas la seule raison. C'est même pas d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de mariages mixtes échouent. Il y a bien d'autres raisons, il y a bien d'autres facteurs qui contribuent, ou du moins qui conduisent à l'échec d'une telle union. Et d'ailleurs, du point de vue statistique, il n'est pas démontré que le taux d'échec des mariages biculturels est plus important que celui des mariages monoculturels. Alors, cela confirme ce que je viens de dire, qu'il y a certainement donc d'autres raisons. Donc, quels sont ces facteurs? Il peut y avoir, par exemple, pour en citer quelques-uns, il peut y avoir aussi, du moins, la formation, l'éducation des conjoints peut aussi être un facteur qui explique l'échec. Par exemple, si le couple évolue dans une société ultramoderne, comme du moins vit dans une société ultramoderne comme l'Allemagne, qui est une société bien structurée, qui fonctionne sur la base des lois, qui fonctionne sur la base d'une certaine législation,
il est naturellement important que le couple, en particulier le conjoint africain qui vient d'une autre culture, où il a été socialisé. Alors, donc le partenaire africain ou le conjoint africain qui vient d'une autre société où les mêmes conditions n'existent pas, où les choses ne fonctionnent pas, où la société ne fonctionne pas forcément sur la base de ses lois, de ses règles, évidemment, il se sentira, sera un peu handicapé. Et ça peut aussi conduire à des mésententes dans les couples. Si par exemple il est investi d'une certaine mission, de certaines missions qu'il n'arrive pas à faire, alors donc à la longue ça peut conduire à l'échec du couple. Il y a un autre facteur, c'est que l'Africain qui vient d'un pays comparativement à l'Allemagne, qui vient d'un pays pauvre et qui a des difficultés de s'intégrer dans cette société allemande. Donc l'Africain qui vient d'ailleurs et qui est confronté à certains problèmes réels qu'il ne connaît pas dans sa société d'origine. Par exemple, l'une des difficultés, c'est de trouver un boulot. S'il a une formation qui ne lui permet pas, ici en Allemagne, de trouver un boulot, évidemment, toute la charge est supportée par la femme. Et à la longue, ça peut être insupportable, ou bien même on peut arriver dans des situations où clairement la femme ne dispose plus d'assez de moyens pour s'occuper de tous les couples. Et ça envoie naturellement des mésententes et tout ça peut vers la fin aboutir à l'échec du couple. La différence d'âge aussi peut jouer un rôle. Bon, je dirais peut-être dans une moindre mesure, puisqu'on dit l'amour n'a pas de frontières, et puis en amour, c'est pas toujours qu'on raisonne, hein, donc on me dira c'est pas très important, mais ça peut aussi jouer un rôle, puisque il y a aussi un problème de génération. Il y a aussi un problème de génération ou de perception des choses par rapport à la génération à laquelle on appartient. Alors donc si par exemple voilà, le couple, un des partenaires appartient à une génération et l'autre à une autre génération, on peut voir de façon générale les choses d'une autre manière, et vers la fin ça peut aussi conduire à la rupture de la relation. Et il y a naturellement aussi d'autres raisons telles que je dirais, bon, je reviendrai naturellement sur le problème culturel qui est généralement présenté comme étant le facteur principal, mais il y a aussi, à part la formation, à part la différence d'âge, ou du moins le problème de génération, il peut aussi avoir d'autres facteurs qui en fait découlent non pas de la situation non pas de cette situation de la biculturalité, mais des facteurs qui en fait sont inhérents à tout type, à toute je dirais toute forme d'union conjugale. Je veux dire aussi des facteurs qui sont vérifiables pour les unions monoculturelles. Parce que il y a des relations qui relèvent de ce que je pourrais appeler le clivage genre, c'est-à-dire des relations qui sous-tendent les relations entre hommes et femmes, que ce soit une relation biculturelle ou bien monoculturelle. Alors donc, à ce niveau, il y a aussi des facteurs comme ça, d'ordre général, qui concourent à l'échec, qui pourraient concourir à l'échec de l'union. Et ce n'est pas toujours qu'on fait la différence. Hein. On se laisse, on s'enferme dans les préjugés que bon, les conjoints, les différents partenaires sont issus des différences culturelles, donc
d'entrée de jeu, ça ne peut pas marcher parce que les cultures sont, je dirais, ne peuvent pas communiquer. Je viendrai d'ailleurs vers la fin de mon propos sur cet aspect communication qui est important aussi dans la résolution des conflits. Mais avant, je vous parlerai des problèmes qui relèvent de la différence culturelle. Évidemment, quand on est socialisé dans des sociétés différentes, on voit les choses différemment. On a des perceptions différentes d'une union, que ce soit une union monoculturelle ou une union biculturelle. On a des perceptions différentes de la relation entre l'homme et la femme, du partage des rôles au niveau du foyer, des perceptions différentes de la pratique religieuse, des perceptions différentes des relations entre amis. Il arrive souvent, par exemple, que beaucoup de conjoints africains soient jaloux parce que l'Européenne a des amis hommes. Et en Europe, de façon générale, ça fait partie de la pratique quotidienne que une femme est aussi pour meilleur ami un homme. Bon, en Afrique, généralement, ce n'est pas forcément le cas. On attend à ce que la femme ait comme une femme une meilleure amie et un homme, et l'homme qu'il est naturellement comme meilleur ami un homme. Et beaucoup d'Européennes se plaignent du fait que quand elles accompagnent leur conjoint à un anniversaire ou à une manifestation quelconque, que là-bas leur conjoint se retire, ou du moins préfère échanger, préfère parler avec ses amis africains et la laisse de côté, en attendant d'elle qu'elle rejoigne le groupe des femmes qui se seraient retirées quelque part dans une autre chambre ou bien sur un autre espace de l'endroit où on se trouve. Donc, cette séparation entre hommes et femmes qui fait partie des pratiques quotidiennes en Afrique n'est pas ancrée, par exemple, dans les traditions, dans beaucoup de traditions européennes où la femme jouit un peu plus d'une certaine émancipation. Chez nous, on dit comme ça pour nous amuser quand on veut désigner ou du moins critiquer une femme qui se comporte comme un homme. On dit par exemple qu'elle veut aussi porter la culotte comme l'homme. Mais ici, on le voit, les femmes portent les pantalons, elles portent des culottes comme les hommes. Donc il y a évidemment ce clivage culturel qui joue un rôle. Mais le couple mixte arrive généralement à trouver une solution. L'amour aidant, évidemment, on fait preuve de tolérance. Et comme je vous le disais d'ailleurs, à ce niveau, la communication joue un grand rôle. Il faut communiquer avec l'autre pour que, naturellement, il fasse, pour qu'il parle de sa culture, pour qu'il explique certains comportements qu'il adopte et qui apparaissent à l'autre conjoint comme étant bizarres, entre guillemets, comme étant des comportements anormaux. Il faut l'expliquer à l'autre, il faut éclairer, il faut être prêt à la communication, il faut parler, il faut communiquer. Alors, donc, c'était un aspect très très important, la communication. Et puis, évidemment, il y a d'autres stratégies de
résolution de conflits d'ordre théorique, tels que l'arrangement unique, c'est-à-dire quand par exemple on décide de mettre en éveil, si j'ai pu m'exprimer ainsi, la culture d'un des partenaires et de se comporter en fonction, de se comporter selon les règles de la culture de l'autre partenaire. Mais cela se fait à l'issue d'un consensus. On décide de se comporter selon les règles qui prévalent dans la culture d'un conjoint. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui interviennent, qui déterminent le choix. Si par exemple le couple évolue en Allemagne, il est évidemment plus logique, sans vouloir imposer à l'autre un genre d'assimilation, sans vouloir le spolier de son identité. Comme je l'ai dit, ça doit être fait à l'issue d'un consensus, mais c'est un facteur, c'est-à-dire le lieu de résidence peut jouer, peut déterminer le choix que le couple décide d'opérer. Donc, je le disais, si le couple vit en Allemagne, je m'imagine par exemple qu'on dise, bon, on décide de se comporter en ce qui concerne en tout cas certaines pratiques spécifiques, on décide de se comporter en fonction des lois qui prévalent, des lois culturelles qui prévalent en Allemagne. Bon, il y a une autre stratégie de résolution de conflits qu'on appelle, c'est une théorie, une autre théorie qu'on appelle la théorie de l'arrangement créatif, c'est-à-dire on décide de trouver ce que je pourrais appeler un juste milieu, donc un genre de résolution melting pot qui renferme aussi bien des éléments, qui renferment des éléments culturels des deux conjoints. Alors donc on fonde quelque chose de nouveau, d'où le mot créatif, on crée un genre de loi qui est fédérateur et qui renferme les deux visions du monde, qui englobe un peu, si vous voulez bien, les rudiments, les fondements des deux cultures. Pour finir, et ce qui est important, c'est que on apprend toujours d'un couple mixte. Dans un couple mixte, les deux conjoints apprennent les uns des autres. Donc il y a un genre d'apprentissage interculturel qu'offre le couple. Donc à travers, au fur et à mesure que le conjoint vit ensemble, ils apprennent à se connaître, comme dans toute une union, ils apprennent à se connaître et on apprend à accepter l'autre aussi dans sa spécificité. Naturellement, comme je le disais, chaque conjoint devait expliquer certains comportements qu'il affiche et qui apparaissent à l'autre un peu bizarres. Donc on apprend les uns des autres. Au fur et à mesure que le couple vit ensemble, on fait des concessions et ça permet d'être un peu plus tolérant. Et ça participe d'une certaine ouverture. On apprend à accepter l'autre dans son altérité, dans sa façon d'être. Et c'est ça qui est important dans le mariage mixte. On n'en parle pas assez, mais c'est un élément fondamental, en ce sens que le couple, que l'union marche ou non, il y a toujours cette ouverture que le couple s'engage dans une union similaire. Évidemment, ça peut être une union monoculturelle, on peut dire, bon, voilà, j'ai déjà fait une expérience de ce type, j'ai déjà, en tant qu'une femme allemande, j'ai déjà fait l'expérience d'une vie commune avec un Africain, je n'en veux plus. D'ailleurs, il faut que je vous dise que l'échec de certains couples mixtes amène à renforcer, conduisent
par moment à renforcer les clichés qu'on a. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des clichés qui proviennent de l'histoire, on le sait, l'image qu'on a ici de l'Afrique, c'est une image univoque, généralement négative. Alors, donc, quand le mariage échoue, quand l'union échoue, ça renforce, peut arriver que ça renforce ces clichés. On connaît cette expression, bon, voilà, c'était prévisible. On peut dire qu'une union biculturelle est un mort-né. Alors, ce n'est pas vrai, c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs de démontrer. Donc, au risque de me répéter, ce qui est important, c'est cet apprentissage interculturel qu'on fait à travers un couple mixte. Donc, plus tard, les deux conjoints s'engagent dans une union mixte ou une union monoculturelle, on peut en tirer quelque chose de positif, en ce sens que s'il s'agit d'une union biculturelle, les deux conjoints devraient naturellement tirer des leçons des erreurs qu'ils auraient commises dans les unions antérieures. Voilà. Et donc, par rapport à cela, si la femme africaine, par exemple, décide de s'engager dans une deuxième union avec un Africain, elle s'inspirerait, elle apprendrait des expériences, de l'expérience malheureuse qu'elle a eue avec l'autre Africain afin de se corriger, afin de mieux vivre son union présente. Et même s'il s'agit aussi d'une union monoculturelle, c'est toujours bénéfique en ce sens que on apprend de toute façon toujours des erreurs. Voilà en substance ce dont je peux vous parler aujourd'hui concernant les mariages mixtes. Les mariages mixtes sont le lieu d'un apprentissage interculturel. Il ne faut pas avoir peur de s'engager dans une telle union. Il faut se débarrasser des préjugés qui existent, dans lesquels on s'enferme et qui font que généralement on est moins apte à apprendre de l'autre, qui font que on est fermé au dialogue. Et donc nous sommes dans un monde de plus en plus global, un monde où les cultures s'imbriquent de plus en plus, où les peuples, qu'on le veuille ou non, sont appelés à se côtoyer quotidiennement de plus en plus. Ces genres d'union, et ça a été démontré aussi à des statistiques qui le prouvent, ces genres d'union vont croissantes. Alors donc il faut plutôt réfléchir et voir comment apprendre des expériences que certaines personnes qui s'y engagent font. Ça peut servir aussi pour les futurs candidats à de telles unions. Et puis il y a un autre aspect dont je ne vous ai pas parlé, c'est qui est un enrichissement qui pour moi est très important. C'est que les enfants qui naissent d'une telle union sont des enfants qui évidemment partagent deux cultures. Donc ce sont des enfants qui apprennent dès leur bas âge à relativiser leur vision du monde. Donc ce sont des enfants qui développent dès leur bas âge un genre de tolérance à l'égard des autres cultures. Donc c'est pratiquement des intermédiaires interculturels qui découlent de ces genres d'union. Il faut plutôt réfléchir, puisqu'il faut aussi d'une manière ou d'une autre, au-delà de l'investissement
matériel, je n'en ai pas assez parlé, mais un des aspects qui est important, c'est que aussi, pour mieux apprendre de l'autre culture, il faut par exemple s'offrir un voyage, il faut pouvoir s'offrir un voyage pour aller vivre dans la culture d'origine de son partenaire. Quand il est africain, il faut aller aussi en Afrique pour vivre. Alors donc, au-delà de cet investissement matériel, physique, il faut aussi être prêt à s'investir dans quelques mesures que ce soit. En ce qui concerne l'éducation, l'éducation, c'est pas donné. Hein? Donc, pour que l'enfant puisse vivre cette biculturalité, pour que l'enfant soit éduqué de façon biculturelle, il faut évidemment y travailler. Il faut lui parler sa langue maternelle. À défaut de lui parler sa langue maternelle parce que bon, on ne la maîtrise pas ou bon, il y a d'autres facteurs qui concourent contre cela, il y a toujours la possibilité, comme je l'ai dit, par exemple, envoyer l'enfant quand il est en vacances au village, chez la grand-mère, quand on veut que l'enfant parle sa langue maternelle pour que l'enfant aille se ressourcer. Alors, voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie, n'ayez pas peur. Ne vous mariez avec des femmes qui viennent des coins et des recoins les plus reculés du monde, que ce soit une femme inuit, que ce soit une femme qui vienne du dernier village qui se trouve en Chine, du moins du village le plus reculé d'une région quelconque du monde. N'ayez pas peur. Il y a des stratégies de résolution de conflits, comme il y a des conflits aussi dans les mariages monoculturels. Il y a aussi au niveau des mariages biculturels des stratégies de résolution de conflits, puisque j'en parle parce que les conflits sont inhérents à l'homme, à la société humaine. On ne peut pas les éviter. Il faut plutôt chercher à les identifier afin d'y trouver les solutions qui